Dans l'actualité des idées aujourd'hui, histoire de l'humanité, faut-il revoir notre copie? On s'interroge aujourd'hui sur les origines de l'humanité en s'appuyant sur l'enquête monumentale de 2 chercheurs, fruit de 10 années de travail, qu'ils présentent comme une sorte de récréation au milieu de leur charge universitaire dite sérieuse. Le premier, c'est l'anthropologue américain David Graeber, décédé il y a 1 an, militant anarchiste, figure de proue du mouvement Occupy Wall Street. On l'a reçu ici, souvent, autour de cette grande table. Il était l'auteur des Bullshit Jobs et de Dette 5000 ans d'histoire, 2 livres cultes pour toute une génération. Le second est notre invité, l'archéologue britannique David Wengrow, professeur à l'Institut d'archéologie de l'University College de Londres. Ensemble, ils co-signent cet ouvrage. Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, The Dawn of Everything en anglais. Gros succès aux États-Unis, traduit en France par Élise Roy, aux éditions Les Liens qui libèrent. Dans cet ouvrage, ils remontent aux origines des inégalités, déconstruisent les mythes en vigueur, questionnent la naissance de l'agriculture, des villes, de l'État et celle des hiérarchies sociales. Et ils écrivent « Comment avons-nous pu nous laisser enfermer dans une réalité sociale si monolithique, cette réalité qui a normalisé les rapports fondés sur la violence et la domination ?» Bonne question, juste question, on va tenter de l'éclairer avec vous. Bonjour David Wengrove. Good afternoon. Bon après-midi. Et bonjour à votre voix française, Michel Sotowski. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de livres refont l'histoire depuis quelques années. Jared Diamond, Yuval Harari, Fukuyama, James C. Scott. Cette enquête, est-ce une nouvelle pierre à l'édifice ou au contraire, est-ce un exercice de déconstruction pour vous, David Wengrove? I would have to go with the second Eh bien, je pense que c'est la deuxième conclusion qui serait la bonne pour nous. We are challenging explicitly Nous questionnons de façon explicite les versions présentées dans les livres que vous avez mentionnés précédemment. C'est un exercice un petit peu différent dans chaque cas, parce que certains de ces ouvrages ont comme perspective l'origine de cette perspective Thomas Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe siècle, et d'autres prennent un point de vue qui finalement remonte aux franco-suisses ou aux suisseaux-français, Jean-Jacques Rousseau, du XVIIIe siècle. Nous pensons que ces deux perspectives, ces deux points de vue, tels qu'ils ont été développés de nos jours, sont fondamentalement hors de propos avec les preuves et les découvertes de notre domaine, qui est celui de l'archéologie et de l'anthropologie. Donc plutôt que de construire sur ces thèses-là, nous avons voulu enlever les fondations et ensuite, nous l'espérons, avancer de quelques pas pour construire une structure différente qui est plus proche de la compréhension des preuves, des premières phases de la culture humaine et de l'histoire humaine. Quelles sont ces deux principales fondations, ces deux grands récits de l'humanité que vous vous êtes chargé de démonter, de déconstruire? Et il s'agit bien, non pas d'une démolition, mais d'une déconstruction, parce que vous ne faites pas de table rase. Vous expliquez, vous repartez de ce qui a été dit jusqu'ici pour tenter de nous faire comprendre en quoi ces fondations restent somme toute fragiles et pas aussi solides qu'on a pu les mettre en avant jusqu'ici. Quels sont ces deux grands récits? Vous parliez de Rousseau, notamment. Eh bien, si on commence avec Rousseau et les néo-rousseauistes, c'est la part de l'histoire, de la façon dont notre espèce, avant l'invention de l'agriculture, a vécu en petits groupes égalitaires de chasseurs-cueilleurs. Et puis en fait est sorti d'une sorte d'innocence puérile ou infantile
et est passé vers une étape de l'inégalité. Et dans cette version de ce que l'on appelle un mythe, en fait, c'est des petits groupes, donc. Petit groupe signifie l'égalité, et grand groupe signifie complexe, mais aussi hiérarchique. Et puisque maintenant il y a quasiment 8 milliards d'individus sur la Terre, eh bien, nous devons en arriver à la conclusion évidente, c'est qu'il est pessimiste. C'est une des versions, des fondations de l'histoire de l'humanité, l'histoire mondiale. L'autre version, que l'on fait remonter jusqu'à Thomas Hobbes, débute également avec des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, mais ceux-là sont supposés être exactement à l'inverse. Au lieu d'être heureux, une société innocente et naïve d'égaux, ils sont caractérisés comme étant en concurrence, en guerre, et de façon vraiment déplaisante. Et selon cette version du récit le plus simple, la seule façon dont les sociétés humaines ont progressé est en contrôlant et en évitant ces instincts violents fondamentaux qui, pour les suivants de Hobbes, signifient l'origine de l'État. Nous pensons qu'aucune de ces deux histoires, de ces deux récits, n'est exacte, n'est correcte. Nous pensons qu'ils racontent l'histoire de l'espèce humaine de façon un peu ennuyeuse. Et nous pensons que lorsque les gens extrapolent des théories politiques à partir de ces récits, les résultats sont plutôt déprimants et même paralysants. Mais parce que nous avons le sens du tragique, hein, et vous le soulignez, David Wengrow, vous vous demandez, avec votre co-auteur, David Graeber, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on penche toujours spontanément pour la version tragique de l'histoire et que jamais on regarde la face lumineuse de la pièce, qu'on ne questionne jamais plutôt notre capacité au bonheur, hein. Rousseau le dit de façon la plus poétique qui soit. Il parle de la façon dont nous courons volontairement vers nos propres chaînes. Comment l'humanité, l'histoire de l'humanité est véritablement l'histoire de gens qui sont aveuglés par les conséquences de leurs propres décisions, qui tombent dans une chose trappe après l'autre. L'origine de l'agriculture, selon ce récit conventionnel, eh bien, était plein d'écueils. Un des auteurs que vous avez mentionné appelle la pire erreur de l'histoire, c'était l'invention de l'agriculture. Un autre l'appelle vraiment le nœud coulant souple. Et c'est de là qu'est venue la propriété privée et la concurrence et finalement le gouvernement centralisé. En fait, lorsqu'on regarde les preuves de la science de l'archéologie, nous voyons des choses totalement différentes. Tout d'abord, nous avons des preuves d'une révolution, aucune preuve plutôt de révolution agricole. En lieu et place, nous voyons des processus qui ont pris des millénaires, ce qui est vraiment très longtemps pour une révolution. Lorsque les êtres humains dans différentes parties du monde expérimentaient les possibilités de l'agriculture, qui se plaçaient dedans et en dehors de faire des actions fermières, ou pratiquant l'agriculture avec toute la gamme des autres pratiques économiques, mais qui n'étaient jamais coincés vraiment dans un coin.
Et en d'autres termes, ce qui est perdu dans ce récit traditionnel de l'histoire humaine, c'est précisément la capacité de nos ancêtres lointains de prendre la mesure de leurs propres décisions. Et comme des êtres, des adultes mûrs et rationnels, occasionnellement tourner le dos à ce que on nous dit être inévitable, des choix qui mènent à des conséquences inévitables, par exemple. Donc nous essayons d'enlever ce sentiment d'inévitabilité et les hypothèses téléologiques qui dominent ce récit traditionnel de l'histoire de l'humanité, en utilisant les dernières preuves de nos sciences, c'est-à-dire l'architecture, je vais y arriver, l'archéologie et l'anthropologie. Voilà, et j'en reviens à l'agriculture que vous évoquiez comme cette idée de chose-trappe ou de pire invention de l'histoire de l'humanité, comme certains l'ont avancé. L'agriculture qui aurait mis fin à une organisation idyllique et égalitaire, et d'où découleraient naturellement les inégalités, la bureaucratie, les États, la verticalité aussi de l'autorité. Alors c'est notamment l'historien Yuval Harari, l'auteur du best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », qui a questionné notre capacité à maîtriser effectivement nos trajectoires. Et notamment, comme vous l'évoquiez, quand on en revient aux premières communautés, aux communautés préhistoriques, aux fameux chasseurs-cueilleurs, on écoute Yuval Harari. La raison pour laquelle nous contrôlons le monde et aucun autre animal, ce n'est pas les chimpanzés, ce n'est pas les éléphants, c'est en raison de notre capacité unique à coopérer en grands groupes. Et ça, c'est fondé sur la capacité que nous avons de croire à des histoires fictionnelles. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans les coopérations à très grande échelle, que ce soit dans les tribus archaïques, il y a 50 000 années, ou dans les entreprises d'aujourd'hui, ou dans les grandes populations, c'est toujours basé sur un récit fictif. L'exemple le plus évident, c'est la religion. La religion est fondée sur des mythologies, sur des mythes. On ne peut pas convaincre un chimpanzé de se réunir et d'aller se battre contre une autre bande de chimpanzés de l'autre côté de la montagne, en leur promettant que s'ils meurent dans cette bagarre, eh ben, ils iront vers une sorte de paradis de chimpanzés. Aucun chimpanzé n'y croira. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas coopérer en large groupe. Mais les humains, oui, ils croient à cette histoire. C'est plutôt sensé ce que dit ici Yuval Harari. Cette comparaison, elle est parlante entre les humains qui se font la guerre et ces deux bandes de chimpanzés qui ne s'affronteraient pas au nom de Dieu ou d'une certaine idée du paradis. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, David Wengrow? Vous ne pensez pas que la raison pour laquelle nous contrôlons ce monde, c'est notre capacité à croire, à adhérer à des fictions? En fait, ce que Yuval Harari dit dans cet extrait n'est pas du tout controversé. C'est vraiment un lieu commun de la compréhension anthropologique. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. On peut le trouver dans... Il a le mérite de l'avoir vulgarisé peut-être alors. Je n'irai pas jusqu'à là, mais ce qui manque dans sa formulation pour comprendre l'histoire, ce sont les choix. Les choix formés par des principes moraux et éthiques qui, aussi loin que nous pouvons remonter dans les preuves concernant les sociétés humaines, nous voyons des gens faire ce genre de choix. Et en d'autres termes, ce qu'il nous présente, d'une certaine manière, c'est un récit simplifié de la façon dont les humains existent dans des institutions données. Mais ce dont il ne s'occupe pas dans cet extrait que je viens d'entendre, c'est la capacité humaine à changer les institutions. Alors, vous dites...
de façon consciente. Consciente, oui, vous dites son scénario n'est pas faux, il est simplificateur. On arrive, nous, avec un scénario plus complexe et vous réintégrez notamment dans cette histoire de l'humanité la notion de choix raisonné, de maîtrise des trajectoires, de choix éthiques et moraux aussi. Sur quoi vous vous appuyez pour étayer ce scénario-là qui est le vôtre? Est-ce que vous avez des exemples qui nous prouvent dans cette histoire de l'humanité que les communautés, effectivement, ont fait des choix, qu'ils n'étaient pas déterminés, qu'ils n'étaient pas soumis à l'évolution, qu'ils ont consciemment choisi la maîtrise de leur destin? Mais il y a tellement d'exemples. Nous remontons à l'âge de glace, donc on remonte à 20-30 000 ans. Selon les récits traditionnels, on s'attendrait à voir des sociétés simples, égalitaires, en petits groupes. Mais à la place, dans ces parties-là du monde où nous avons suffisamment de preuves archéologiques, ce que nous voyons ressemble plus à, par exemple, un carnaval, une parade de carnaval, d'expérimentation sociale. Dans différentes parties de l'Europe, par exemple, nous avons des preuves de rituels où des individus, des particuliers, des individus qui étaient inhabituels physiquement, on le voit d'après les restes humains, que c'était des individus haute extraction ou des gens qui étaient des handicapés ou différents des autres, qui sont enterrés avec une très très grande richesse, comme si c'était des rois ou des reines. Et c'est le « comme si » qui est tellement important ici, parce que nous n'avons aucune autre preuve qu'à l'époque qu'il y ait eu des royaumes. Et donc, au sein de cette zone de théâtre rituel, en quelque sorte, des gens expérimentaient. Ils créaient des formes de hiérarchie qui, pour la durée de ce rituel, existaient, étaient réelles, et ils les expérimentaient, et ils ne les étendaient pas à l'intégralité de leur vie sociale. Et cela correspond à un phénomène bien connu en anthropologie de sociétés qui sont parfois des chasseurs-cueilleurs, parfois des agriculteurs, qui entrent et sortent de différents modes d'interaction et dans ce processus transforment leur système social d'un système hiérarchique vers un système égalitaire et reviennent au système hiérarchique en rythme avec la saison, avec les saisons et l'adaptation aux saisons. Il y a des exemples frappants dans la littérature, par exemple les plaines de l'Amérique du Nord. Et au cours des saisons de la chasse au bison, ces tribus formaient des forces de police qui, avec des pouvoirs coercitifs pour punir toute personne qui mettait en danger la réussite de la chasse ou qui dérangeait les rituels de la danse du soleil qui venaient ensuite. Les gens pouvaient être fouettés, emprisonnés et même tués. Mais à la fin de ce rituel des chasseurs-cueilleurs, ou plutôt à la fin de ce rituel de la chasse, ces forces de police se dissolvaient. Et toute la forme de la société changeait. Il est aussi important de noter que les individus qui servaient dans ces forces de police saisonnières, tournaient. Et donc, si vous exerciez ces forces coercitives une année, vous pouviez être du côté du receveur l'année d'après. Donc vous pouvez imaginer que ça donne une culture totalement différente de l'idée de police. C'est un exemple, une illustration parmi beaucoup d'autres de la créativité politique que nous trouvons dans les sociétés qui ne pratiquent pas l'agriculture. Et ça signifie qu'on peut commencer à penser différemment au sujet des
des implications de processus comme l'adoption de l'agriculture ou la création de villes. Eh bien, ces ruptures, ces transformations, cette idée qu'il y avait un petit nombre d'instants dans l'histoire de l'humanité qui ont tout changé. Et après, rien ne pouvait fonctionner de la même manière. Eh bien, ça ne tient plus la route face à l'examen scientifique. Vous racontez la révolution agricole, cette douce révolution agricole, plus qu'une rupture d'ailleurs, et vous montrez que plus qu'un système économique sont apparus des rituels, des habitudes de vie qui n'allaient plus jamais nous quitter. Et vous questionnez, vous venez de le faire à l'instant, David Wengrow, vous questionnez aussi l'importance de l'État, le rôle de l'État, qu'on aurait surévalué. On aurait surévalué ou donné trop d'importance aux structures verticales, à cette forme particulière d'organisation politique. Elle ne découle pas directement de la naissance des villes. Elle n'est pas obligatoire, cette organisation-là. Il en existe d'ailleurs beaucoup d'autres. Je pense que les musées ont une grande responsabilité là-dedans, de ce point de vue. Lorsqu'on va dans un des grands musées du monde, au Louvre, au British Museum, au Metropolitan, facilement on a l'impression que, au moins au cours des 5000 dernières années, le globe, la planète entière, était sous le contrôle de ces monarques surhumains. Les gens qui aimaient produire beaucoup de sculptures, qui racontent à tout le monde exactement ça. Je suis le grand roi de tout. Et bon, on y croit. Mais si on regarde en fait les preuves, disons l'état de les sociétés humaines sur Terre, il y a 4000 ans. Ce que nous voyons, en fait, c'est des toutes petites zones sous contrôle de ces sociétés très hiérarchisées. Que faisaient tous les autres ? Souvent, on n'en sait pas grand-chose, et on commence à en savoir plus. Mais d'une manière ou d'une autre, il est clair que pour la plupart du temps de l'histoire, les gens organisaient leur société d'une autre façon. Et ce que nous essayons de faire dans le livre, c'est de comprendre un peu mieux quelles étaient ces alternatives. Et aussi, pourquoi elles semblent tellement éloignées de nous aujourd'hui. Et on voit là le travail aussi de l'archéologue. Vous pouvez boire une gorgée de café. Vous prenez notamment l'exemple des Andes, des associations villageoises, des administrations qui ont été mises en place, de cette fameuse bureaucratie telle qu'on l'a appelée, avec cette image presque mythologique, mythique de l'État inca, bienveillant avec toute sa bureaucratie. Là, l'archéologue que vous êtes dit, on a aujourd'hui des preuves qui montrent une autre histoire, qui révèlent un autre dessous de l'histoire. Le cas de la bureaucratie est extrêmement intéressant. Ce n'est pas du tout ce que les gens sont amenés à penser. Il y a beaucoup de théories qui apparaissent du côté de la psychologie et aussi du management, de la gestion, style de gestion, qui vous disent que la bureaucratie a été créée afin de traiter des problèmes d'échelle, de communication au sein des sociétés humaines. L'exemple le plus célèbre, c'est l'anthropologue Robin Dunbar, l'anthropologue britannique. Toutefois, lorsqu'on regarde les comptes rendus archéologiques, nous voyons des preuves très anciennes d'administration spécialisée qui commencent des millénaires avant l'apparition des villes, dans des tout petits établissements de quelques centaines d'individus, où tout le monde se connaissait, les gens étaient probablement liés par des liens familiaux. Et en fait, c'est une image totalement différente de celle qui nous est donnée habituellement. Donc, il faut faire la différence entre
disons, une bureaucratie impersonnelle telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec une bureaucratie, par exemple, ce genre de bureaucratie qui vous transforme en numéro de téléphone, par exemple. Et d'autres types de bureaucratie qui ont existé dans l'histoire, qui n'avaient pas ce type d'effet déshumanisant. Pour en revenir au Pérou, vous avez donné l'exemple des Incas. Si vous remontez avant les Incas, ou si vous regardez des sociétés qui ont évité d'être contrôlées par les Incas, ils avaient leur propre système d'administration locale. Et grâce à des lignées familiales, où ils utilisaient des outils administratifs afin de former des activités de soutien. Si quelqu'un était malade ou s'il avait une mauvaise récolte, eh bien, le travail serait redistribué d'une certaine manière pour pouvoir soutenir la famille à travers cette période de disette qui prenait en compte les circonstances individuelles. Et qui que ce soit qui y contribuait aurait sa contribution mesurée, enregistrée, donc pour que les choses s'égaliseraient avec le temps et les dettes et les obligations seraient purgées. Donc c'est un exemple d'administration qui, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, ne dépersonnalise pas, mais s'adresse aux différences individuelles, personnelles. Il est important, et on le comprend à la lecture de ce livre, Au commencement était, qui paraît Au lien qui libère. Et vous êtes notre invité, David Wengrow, pour nous en parler aujourd'hui. Vous qui êtes archéologue, qui enseignez en Grande-Bretagne, il est important de décentrer le regard. Cette invitation, elle nous était faite aussi par James C. Scott. On l'écoute. Dans sa tentative de moderniser l'agriculture dans le tiers-monde, le monde occidental et notamment les colonisateurs français et britanniques avaient leur propre idée de ce qu'était l'agriculture moderne et scientifique. Et les agriculteurs, je ne sais pas, ghanéens ou sénégalais, étaient considérés comme étant, je ne sais pas, désordonnés, n'étaient donc ni modernes, ni productifs, ni efficaces, aux yeux des colons donc, et il a été décidé de les convertir à la monoculture. Mais ça a été un échec puissant jusqu'à ce qu'un travail scientifique ait réussi à démontrer que le désordre apparent qui régnait dans les champs était en réalité une forme d'ordre très efficace, très empirique, très puissant. Et donc, l'une des caractéristiques de l'État moderne est de considérer justement le modernisme comme étant, je ne sais pas, quelque chose de visuel. Il fallait que les choses aient l'air moderne, aient l'air efficace. Alors, cette confusion entre l'ordre visuel, apparent, superficiel, cette confusion entre cela et le modernisme efficace semble être l'une des grandes erreurs de l'État. Voilà, vérité, erreur, faute ou non de l'État. Comment fait-on pour quitter ce regard ethnocentré qui nous a guidés durant toutes ces années aussi de recherche? Comment décentre-t-on le regard? Où faut-il regarder aujourd'hui pour vraiment comprendre cette histoire de l'humanité, selon vous, David Wengrow? Alors, pas dans les musées, on a compris. Non, perhaps not in museums. Non, pas dans les musées, non. Je crois qu'on a un bon exemple dans le sommet sur le climat qui s'est tenu récemment. Qui a la vision la plus claire, la plus innovante sur la façon de protéger un environnement fragile? C'est souvent, précisément, ces populations autochtones qui étaient du côté des receveurs de l'attention à laquelle le professeur Scott se réfère, mais qui, en dépit de tout, et en dépit des effets de pandémies précédentes, ont conservé une bonne partie des systèmes traditionnels de gestion de la Terre. L'accent a été mis sur le fait que nous, en Europe,
nous sommes en train de rejouer une rencontre avec des populations non européennes, avec des systèmes de connaissances non européens, qui ont débuté il y a des siècles. Et dans notre livre, nous faisons remonter ces premières rencontres coloniales à l'âge des Lumières. Et nous montrons comment, à travers ces rencontres, un mélange s'est fait jour de concepts européens et autochtones qui, essentiellement, a été effacé de nos versions modernes de l'histoire. Lorsque l'on parle des Lumières et de son héritage, nous le présentons, cet héritage, comme une vision totalement interne de ce processus qui se concentre sur l'Europe et peut-être l'héritage aussi de la Grèce antique et de Rome. En fait, dans le livre, nous parlons des dettes cachées, des dettes camouflées que la culture européenne doit à d'autres cultures. Et comment le fait de reconnaître ces dettes peut en soi ouvrir nos yeux vers différentes façons de comprendre notre propre passé et aussi notre capacité en tant qu'espèce découvrir nos nouvelles capacités. Et ce qui est intéressant, ce que vous dites finalement, c'est que toute écriture de l'histoire, réécriture ou lecture du passé est aussi éminemment politique. On le voit à travers vos explications, les sciences sociales sont conditionnées toujours par l'époque, par des biais qui les poussent à regarder ou à chercher dans certains côtés. Et souvent d'ailleurs, ces biais-là nous enchaînent ou enchaînent nos lectures de l'histoire. Qu'est-ce que vous recommandez? De faire preuve de créativité quand on regarde le passé, et on s'arrêtera là-dessus? Eh bien, lorsque l'on pense à des alternatives à notre système culturel actuel, je crois que même les plus optimistes du moment accepteraient cela. Il faut chercher des alternatives. Eh bien, on ferait bien de regarder au-delà de l'histoire très traumatisée des 2 derniers siècles. Et prendre en compte cette image beaucoup plus large des capacités humaines, des possibilités humaines, que la science et l'histoire nous prouvent aujourd'hui. Voilà, c'est un livre, une histoire monumentale. Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, co-signée par notre invité David Wengrow avec David Graeber. On imagine les moments que vous avez pris ensemble à discuter, à chercher, à débattre autour de ce sujet, la discussion entre un anthropologue et un archéologue. Ça donne cet ouvrage passionnant qui paraît au lien qui libère. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, Thomas Beau à la réalisation.